Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce dimanche 21 avril 2024. C'est un lieu d'espoir pour les enfants abandonnés et rejetés de la région du Sud Koumoué en Côte d'Ivoire. Découverte de la pouponnière des anges d'Adiaké dans quelques instants à travers le dossier de la rédaction. À l'international, victoire de nombreux manifestants à Agadez après l'annonce du départ des troupes américaines du Niger. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. Direction Adiaké dans le Sud Koumoué pour découvrir la pouponnière des anges tenue par des religieuses catholiques depuis 1981. Ce centre qui accueille les orphelins et les enfants abandonnés dont l'âge varie entre 0 et 2 ans fait office de lieu d'espoir pour ces derniers. Dans ce dossier, notre reporter Joël Gosset nous donne des précisions sur le fonctionnement et les exploits de cet établissement dédié à la petite enfance. Air frais, accueil chaleureux. Bienvenue à la pouponnière des anges d'Adiaké. Construit aux abords de la lagune ébriée, ce cadre est un lieu adéquat pour ses occupants, tous âgés de 0 à 2 ans. Bâti sur une superficie de 3 hectares, cet établissement privé est dirigé par la sœur Jocelyne Akré. Elle est la directrice de ce centre depuis 3 ans. Les enfants qui sont dans notre structure nous viennent de différents horizons de la Côte d'Ivoire. Il y a les cas d'abandon, des enfants qu'on a retrouvés dans une poubelle, dans la forêt, devant un portail de part et d'autre. Et ces enfants-là peuvent être retrouvés par une tierce personne. Et quand nous les accueillons, nous faisons une déclaration à la police pour avoir un procès verbal. Pour la sœur Jocelyne, être au service des tout-petits, c'est se rapprocher de Dieu. Imaginez s'il n'y avait pas de centre d'accueil privé ou public pour accueillir tous ces enfants en situation difficile, que serait notre nation? En fait, c'est le don de soi, rempli d'amour, de joie. Et quand je parle de ça, c'est avec émotion en fait. Cette pouponnière, créée en 1981, a une histoire. Nous sommes au Sud Koumoué et dans cette région, au nom de la tradition, le 10e enfant était considéré comme un porte-malheur. Il fallait l'éliminer. Alors que nos sœurs missionnaires, les religieuses sont arrivées au Sud Koumoué, ils ont constaté que le 10e enfant était rejeté, banni de la société ou voire même tué. Et c'est ce qui les a poussés à créer un centre pour récupérer tous ces 10e. Et la plupart, les premiers pensionnaires étaient des 10e. Beaucoup sont partis en adoption à l'étranger. Cependant, au fil des ans et du fait des campagnes de sensibilisation à l'acceptation de toute vie, la pouponnière reçoit de moins en moins de 10e enfants rejetés, ce qui conduit les sœurs des pauvres à s'ouvrir à d'autres réalités. De nos jours, ce problème n'est plus crucial. C'est des cas d'abandon, les orphelins, orphelines, les enfants dont les mères souffrent de maladies mentales. En son temps aussi, on recevait les enfants dont les mères étaient atteintes du VIH. La sœur Jocelyne est aidée dans sa tâche par 25 employés qui s'occupent d'une 50aine de tout-petits. Leur mission générale, recueillir et assurer aux pensionnaires une prise en charge globale pour leur développement, à savoir la prise en charge au plan alimentaire, sanitaire, vestimentaire, éducatif, social, psycho-affectif. Ces enfants, n'étant ni avec leurs parents biologiques, ni avec leurs familles respectives, il revient à la structure de s'assurer des différents besoins vitaux auxquels ils ont droit. Ici, c'est la lingerie des enfants. Vous voyez, les mamans sont en train de plier les habits. Il y a 51 enfants et c'est une rotation. Il y a ceux-là qui fonctionnent pour les habits blancs et il y a de ceux-là qui fonctionnent pour les habits de couleur. Donc, on alterne pour que la durée de vie quand même tienne. Ce suivi se poursuit jusque dans les toilettes et les chambres. Ici, c'est la douche toilette. C'est le vestiaire où il y a tous les habits. Et on les met ici pour les changer. Le lit sur lequel on change les couches, on les habille. Ce tableau ici permet de prendre la température des enfants avant midi et après midi pour voir l'évolution. Par exemple, nous avons Oumou
À 6 heures, elle avait 37 degrés. À 16 heures, 37 degrés. Donc chaque jour, nous prenons la température. Au cas où ils ont la fièvre, il y a une seule infirmière qui est sur place pour administrer les soins. C'est une structure de remplacement. Ça ne peut pas donner l'affection comme les parents biologiques. Alors on fait l'effort de les mettre dans les conditions d'hygiène pour qu'ils ne contractent pas des maladies qu'on ne pourra pas maîtriser. Dans le couloir, non loin des chambres, des voix attirent notre attention. Cette salle est consacrée aux nourrissons. Ici, c'est la salle polyvalente. Quand ils finissent de manger, ils viennent à peine de manger. Après, ils restent pour jouer. Il y a toutes sortes de jouets selon leur goût. Ils touchent, ils roulent, ils se promènent. Nous comptons au total 30 nourrissons et la sœur Jocelyne connaît tous les prénoms. Ce groupe que vous voyez ici, quand ils vont bien marcher, ils vont descendre, ils seront en bas. Et ceux qui sont là viennent et les nouveaux arrivent. Alors ici, nous avons bébé Abraham, Emmanuel, oui, Emmanuel Bonheur, Jocelyne, Jean-Emmanuel, Miracle, Rachid. Pour les cas d'abandon, c'est nous-mêmes qui donnons les prénoms, seulement le prénom, pas de nom. On fait un extrait blanc. Quand ils vont en adoption, les parents refont l'extrait, mettent le nom de famille et le prénom qu'ils veulent leur attribuer. Dans cette même salle, consacrée aux enfants-sons, se trouve la source d'inspiration de Jocelyne. Vous voyez un prêtre avec les enfants, les jeunes. C'est lui qui a fondé la congrégation des Sœurs des Pauvres. Il avait vraiment un amour pour les enfants en difficulté, les jeunes en détresse. Et celui qui a fondé la congrégation, c'est venu en Afrique et nous continuons l'œuvre qu'il a laissée. Ça nous inspire. À quelques pas de cette salle se trouve une infirmerie. Cette maman est venue chercher le produit primalant pour la toux qu'elle va mesurer pour administrer aux enfants qui toussent. Et quand les enfants, les bébés arrivent, c'est ici. Nous les mettons pour les examiner et après nous les lavons ici et pour un temps d'observation. Il y a une sœur infirmière qui est là, qui fait tout le traitement. Ceux qui sont concernés ont leur nom et en fonction de ça, on mesure les médicaments. À côté des soins de santé, les aliments de base des pensionnaires sont produits sur place. Ici, c'est le clapier. Nous faisons l'élevage des lapins. Nous faisons les bouillons qu'on mélange avec les légumes pour l'alimentation des poupons. Ici, nous avons le champ de manioc et de bananier. Le manioc ici, c'est à 3 choses. Le premier volet pour la tiékine, le second volet pour le placali et le troisième pour le gari et les bananes que vous voyez. Et une fois en cuisine, nous retrouvons Louise, la cuisinière de ce centre depuis 30 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler avec les enfants, les bébés? Parce que j'aime les enfants. C'est ça, je suis restée avec les enfants. Dans cette cuisine, tout est fait avec beaucoup d'attention. Puisqu'ils sont des êtres fragiles, alors nous filtrons l'eau comme ça. Parce que parfois, il y a des produits qu'on met dans l'eau, il y a des débris qui restent. Entretien corporel, alimentation, scolarisation, soins médicaux. Où ce centre trouve-t-il des ressources additionnelles pour son fonctionnement? La pouponnière fonctionne sur fonds propres parce qu'elle est gérée par la congrégation des Sœurs des Pauvres. Et aussi le député Meïensier nous donne vraiment énormément un coup de main. Et le don des uns et des autres, les bienfaiteurs, bienfaitrices, les amis, tous ceux qui sont sensibles à la chose, c'est tous ces dons-là que nous mettons ensemble pour la prise en charge médicale, sanitaire, alimentaire des pensionnaires. L'État de Côte d'Ivoire prend en charge l'eau et l'électricité. Et justement, parlant de dons, André et Germaine sont des habitués de ce centre. Avec eux, un carton destiné aux pensionnaires. Il faut aimer les enfants comme la parole de Dieu nous enseigne. Et vu cet état de fait, nous avions décidé, ma chérie et moi, de faire des dons, si Dieu nous permet, et chaque fin du mois. L'adoption est possible dans ce centre. Les parents qui sentent le besoin d'adopter, eux vont à la CACI. C'est la CACI qui se charge de leur donner toutes les informations, les dossiers à fournir. Alors la CACI siège avec Madame la ministre Nassineba Touré. Ils forment une commission qui siège, je crois, 3 à 4 fois par an.
et ils décident à qui attribuer les enfants selon la demande qui a été faite. Mais tout ne se passe pas comme le souhaitent ses responsables. C'est une famille qui a adopté une fille, mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Je dis malheureusement parce que le père après abusé de la fille. Ça n'a pas été facile, on a aidé la fille. Elle est partie en France. Certains pensionnaires devenus grands ne manquent pas de marquer leur reconnaissance envers le centre qui les a accueillis. Par exemple, un cas parmi tant d'autres, il y a une qui a été adoptée en Italie. Quand elle a su son histoire, en signe de reconnaissance, elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière. Et elle était passée en décembre 2019. Nous avons célébré son mariage sur place. On a fait la réception sur place avec tous les pensionnaires de la pouponnière. C'était très émouvant. Malgré sa beauté et la bonne organisation dont elle fait l'objet, cette pouponnière rencontre des difficultés. La directrice souhaite voir la réalisation de certains projets. Le grand problème, ce sont les difficultés financières. C'est-à-dire, vous voyez, ces machines qui sont là, puisque ça fonctionne chaque jour. Alors, les réparations sont énormes. Et le volet sanitaire, quand ils sont malades. Et à tout moment, il faudrait qu'on ait quelque chose en main pour pouvoir faire face à l'entretien. Certes, nous recevons des dons, mais les moyens restent encore insuffisants. Depuis sa création, il y a 41 ans, à ce jour, la pouponnière des Anges d'Adiaké a abrité 1010 enfants, 5 enfants handicapés et une trentaine de jumeaux, tous entretenus avec le plus grand soin. Le constat est clair, à la pouponnière des Anges d'Adiaké, les pensionnaires sont traités comme des anges. Véritable havre de paix pour les enfants rejetés, la pouponnière des Anges fait partie des symboles phares d'Adiaké, ville chargée d'histoire. Rendons-nous à présent dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans les régions du Bélier et du Béquet, pour parler d'une visite des travaux d'aménagement et de bitumage des routes par une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Boubacar Silla, Kader Sogodougou. Une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe Tébissou-Sakassou-Béomi, une route reliant les régions du Bélier et de Béquet. Les travaux ont démarré depuis mars 2021. Cette route est longue de 74 km pour un investissement total de 34 700 millions de francs CFA. À ce jour, le taux d'exécution des travaux a atteint 76,54%. Le conseiller technique du ministre Amédée Kouakou pose des questions pour comprendre l'état d'avancement des travaux. Le ministre a souhaité qu'on puisse regarder l'état d'avancement. Les projets qui doivent terminer avant fin 2024, il faut que ça soit terminé, y compris celui-là. Voilà, l'entreprise n'a qu'à comprendre ça. Si les travaux avancent bien, le temps est compté pour la livraison de l'infrastructure. Nous sommes aujourd'hui à 4 km de Béomi, donc nous pensons que vraiment, si on respecte d'abord et on accélère la cadence avec laquelle nous sommes en train de faire les travaux, nous sommes persuadés qu'effectivement les délais seront respectés. Cette route va favoriser la desserte de 24 villages et la population des localités impactées sont reconnaissantes. Avant, il nous fallait 1h30 pour arriver, mais maintenant, avec 30 minutes, on est à Sakassou. Vraiment, on remercie le président. On prie pour qu'il continue de faire encore plus pour nous. Donc la route de Sakassou-Béoumi, ça nous arrange. Là, notre transporteur, notre véhicule sera en bon état. Toujours dans le cadre de visites de chantier, la délégation a mis le cap sur Boaké. Dans la commune, ce sont 35 km d'artères qui ont été bitumés et 8 autres sont en cours de bitumage pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Il y a un certain nombre de voies à réhabiliter dans la ville de Boaké, dont portées à charge. Il y a 12 km en réhabilitation et 17 km de PAT, c'est-à-dire des voies qui commencent à se dégrader. Et donc c'est avec satisfaction que nous repartons, tout en demandant aux deux entreprises de faire beaucoup d'efforts, mettre le maximum avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Pour le développement du réseau routier national, le gouvernement veut améliorer la mobilité des populations et dynamiser les échanges économiques entre toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
Parlons sport football à présent. Le coach des éléphants de Côte d'Ivoire a rendu public la composition de l'encadrement technique dans un communiqué officiel publié ce dimanche. Faye Emers sera assisté par Guy Demel et Alain Guaméné en tant qu'entraîneur adjoint. Le dernier cité a également pour mission le management des gardiens de but. La sélection nationale A devrait désormais compter avec Gérard Niawa, chargé également de l'entraînement des gardiens. Football toujours, on connaît les deux représentants de la Ligue du Woroba qualifiés pour les phases finales du championnat national de Maracana. Les FM de Bundiali et le CEMAC de Séguéla ont obtenu leur ticket à l'issue du tournoi qui s'est déroulé le week-end dernier au complexe sportif Loseni Soumoro du chef-lieu de la région du Worodougou. Les détails avec Konatin Gamblé et Jean-Sylvain Rissot. L'équipe fédérale des Maracanais de Bundiali et Séguéla Maracana Club qualifiés pour la phase finale du championnat national. Une première dans l'histoire des deux clubs. Pour y arriver, les deux équipes ont dû passer par les phases éliminatoires, au cours desquelles 6 équipes reparties en 2 poules se sont affrontées au stade Loseni Soumoro de Séguéla. Dans les tribunes, du beau monde, dont l'ex-international ivoirien Youssouf Falikou Fofana, champion d'Afrique en 1992, invité spécial de la Ligue du Woroba. À l'issue de 48 heures de compétition et 24 matchs à disputer en phase aller et retour, le FM Bundiali et CEMAC de Séguéla terminent leaders de leurs poules respectives, synonyme de qualification. Ce sont nos efforts qui ont payé, l'effort de tout un chacun, la solidarité. La cérémonie de récompense et de distinction qui fait la particularité de la Ligue du Woroba a été l'occasion d'honorer les différents athlètes, les équipes qualifiées, les meilleurs buteurs et défenseurs, les partenaires, le corps arbitral, les équipes fair-play. Tous les meilleurs acteurs de la Ligue du Woroba ont été honorés, clôturant en beauté ces 48 heures de compétition marquées par l'esprit CFA, convivialité, fraternité et amitié. Nous sommes la seule ligue où les autorités s'impliquent en nous permettant de mettre en œuvre un trophée qui porte leur nom. Nous avons une vision, c'est de faire du Woroba, comme je l'ai dit, la plaque majeure du Maracana en Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers la phase finale du championnat national qui réunira 20 équipes, dont 7 d'Abidjan et 13 de l'intérieur du pays, les 18 et 19 mai 2024, au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Un rendez-vous que l'EFM de Bundiali et CEMAC de Séguéla prépareront avec beaucoup d'ambition. À l'international, comme annoncé en titre, une manifestation a eu lieu à Agadez, ville du nord du Niger, qui abrite la base américaine. Plusieurs centaines de personnes ont réclamé le départ des soldats américains à l'appel d'organisation de la société civile. Les États-Unis ont accepté le vendredi dernier de retirer plus de 1000 soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey aient dénoncé les accords de coopération militaire avec Washington. Hors du continent, il y a 80 ans, les femmes obtenaient le droit de vote en France. Grâce à une ordonnance prise le 21 avril 1944 par le gouvernement provisoire du général de Gaulle en Algérie, les femmes devenaient électrices et éligibles. Un an plus tard, le 29 avril 1945, elles déposaient pour la première fois leur bulletin dans l'urne pour élire leur maire. Avant cette date, seuls les hommes pouvaient participer à la vie politique de leur pays. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programme sur RTI2.